Lorsque les premières traînées d'eau salée ont été confirmées à la surface de Mars, l'humanité entière a été saisie d'un élan collectif d'exultation, une ivresse primitive née de la curiosité la plus profonde. L'eau, ce solvant universel de la vie, portait en elle la promesse que nous ne sommes pas seuls dans l'immensité cosmique. Les agences spatiales du monde entier se sont lancées dans une frénésie de préparatifs, des foreuses robotisées ont été programmées pour percer la poussière rougeâtre. Et des missions de retour d'échantillons ont été conçues avec une soif ardente de ramener sur Terre des preuves irréfutables de vie, qu'il s'agisse de fossiles enfouis ou de formes encore frémissantes d'existence. Une telle révélation, si elle advenait, ébranlerait les fondations philosophiques et scientifiques de notre espèce, démontrant que la vie n'est pas un miracle isolé confiné à la Terre, mais une loi cosmique omniprésente. Pourtant, contrairement à la foule en liesse, je nourris un espoir sombre et paradoxal, je prie pour que ces sondes exploratrices ne découvrent rien du tout. Un Mars stérile, aride et absolument désert serait la nouvelle la plus grandiose pour le destin de l'Homo sapiens. À l'inverse, si nous déterrons ne serait-ce que des traces de vie, même les bactéries les plus rudimentaires ou les vestiges d'une algue éteinte, cela sonnerait comme un glas funèbre, un présage sinistre pour notre propre avenir. Plus la vie extraterrestre se révèle complexe, plus la nouvelle est accablante. Un fossile bactérien représente une mauvaise nouvelle, un squelette de petite créature animale, une catastrophe absolue, et les ruines d'une civilisation, une sentence de mort déjà scellée. Pour saisir ce paradoxe cruel, il faut lever les yeux vers le ciel nocturne, où le silence hurle des vérités que nous évitons souvent d'affronter. Ceux qui traquent les objets volants non identifiés ou adhèrent à des cultes extraterrestres peuvent s'illusionner, mais la réalité glaciale est que l'humanité n'a jamais capté le moindre signal, n'a jamais aperçu le moindre vaisseau, et n'a jamais communiqué avec une intelligence autre. Le projet de recherche d'intelligence extraterrestre a scruté les cieux pendant plus d'un demi-siècle avec d'immenses oreilles radio, mais l'univers répond par un mutisme absolu. La question posée par Enrico Fermi lors d'un déjeuner en 1950, « Où sont-ils tous ?», plane toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de notre espèce. Nous habitons une galaxie abritant des centaines de milliards d'étoiles, et l'univers observable compte des centaines de milliards de galaxies similaires. L'astronomie contemporaine a établi que les planètes ne sont pas rares, elles orbitent autour de leurs étoiles parentes en quantité prodigieuse, dont une multitude se situe dans des zones habitables, avec des températures et des masses comparables à celles de la Terre. Nombre de ces systèmes stellaires sont plus anciens que notre système solaire de milliards d'années. Selon les lois pures de la probabilité, l'univers devrait foisonner de vie et de civilisations avancées. Or, les observations concrètes ne révèlent rien. Cette contradiction entre le potentiel mathématique et la réalité perçue nous conduit au concept du grand filtre, une barrière probabiliste, un mur de la mort que la vie doit franchir pour évoluer de la matière inerte à une civilisation capable de voyager entre les étoiles. Le fait que nous ne voyons personne implique que ce grand filtre est extraordinairement ardu à surmonter. Il trie la vie, anéantissant ou bloquant le développement de la plupart des candidats. La question cruciale se pose, où se situe ce grand filtre sur notre axe temporel ? Est-il derrière nous, dans un passé lointain que nous avons miraculeusement traversé, ou nous guette-t-il devant, dans un avenir proche ? Si le grand filtre réside dans le passé, cela signifie que l'émergence de la vie complexe est un événement d'une rareté extrême, un miracle statistique presque impossible à répéter. Peut-être le saut de la matière inorganique à la vie organique, l'abiogenèse constitue-t-il ce tamis ? Nous n'avons jamais réussi à créer la vie en laboratoire, et les preuves géologiques indiquent qu'il a fallu des centaines de millions d'années pour que la vie apparaisse après la formation de la Terre. Ou bien ce filtre se trouve dans le passage des cellules prokaryotes aux cellules eucaryotes, un processus qui a duré jusqu'à 1,8 milliard d'années et semble n'avoir eu lieu qu'une seule fois dans l'histoire terrestre. Si cela est vrai, le silence cosmique s'explique aisément, nous sommes les rares chanceux, les gagnants d'une loterie cosmique, solitaires parce que nous sommes les premiers, ou les uniques, à avoir franchi cette porte étroite de l'évolution. Dans ce scénario, découvrir de la vie sur Mars ruinerait l'hypothèse de la rareté de la vie. Si la vie émerge indépendamment sur deux planètes au sein du même système solaire, elle n'est pas rare, mais ubiquitaire. Cela impliquerait que le grand filtre ne se trouve pas aux origines. Si le grand filtre n'est pas dans le passé, alors, par logique d'exclusion, il doit nous attendre dans l'avenir.
Cela dessine un tableau terrifiant. Cela suggère que la vie naît facilement, que l'intelligence évolue fréquemment, mais qu'une loi, une catastrophe ou une limite technologique empêche les civilisations de progresser jusqu'au voyage interstellaire ou à l'émission de signaux radio durables. Peut-être toutes les civilisations, une fois parvenues à un certain niveau technologique, s'autodétruisent-elles par des armes nucléaires, des technologies biologiques, une intelligence artificielle échappant au contrôle, ou un épuisement des ressources. Si nous trouvons de la vie sur Mars, cela confirme que le seuil initial est aisé à franchir, et que le piège mortel nous attend plus loin. Le silence du ciel nocturne n'est alors pas l'absence de vie, mais le cimetière collectif de milliards de civilisations mortes dans l'œuf avant d'avoir pu s'exprimer. Examinons de plus près les mécanismes d'expansion cosmique pour mesurer à quel point ce silence est effroyable. Une civilisation à peine plus avancée que la nôtre pourrait construire des sondes de von Neumann, des machines autonomes capables de se répliquer elles-mêmes. Elle se dirigerait vers les systèmes stellaires voisins, exploiterait les ressources locales pour produire des copies d'elle-même, et se propagerait dans toutes les directions. À une vitesse représentant seulement un dixième de celle de la lumière, une seule civilisation pourrait coloniser toute la Voie lactée en quelques millions d'années, un battement de cils comparé à l'âge de l'univers, qui se compte en milliards d'années. Si des extraterrestres existaient, ils devraient être ici, ou du moins leurs machines devraient être omniprésentes. L'absence de sondes exploratrices, l'absence de structures techniques gigantesques comme des sphères de Dyson enveloppant des étoiles pour capter leur énergie prouve que personne n'a accompli cela. Pourquoi ? Est-ce parce qu'ils choisissent de vivre en harmonie avec la nature et renoncent à l'expansion ? Cet argument est naïf du point de vue sociologique et évolutionniste. La vie, par définition, est expansionniste. Sur Terre, elle s'insinue dans chaque recoin, des cratères volcaniques aux glaces éternelles. L'humanité suit ce modèle, s'étendant sur tous les continents et s'aventurant dans l'espace. Il suffirait d'une seule civilisation, ou même d'un petit groupe au sein d'une civilisation, animé d'un esprit conquérant, pour remplir la galaxie. Que toutes les civilisations, sur des milliards d'années, choisissent unanimement la réclusion est improbable au plus haut degré. Ainsi, la seule raison de leur absence est qu'elles n'existent pas, ou qu'elles ont péri avant d'entreprendre le voyage. Le grand silence de l'univers est donc un miroir reflétant notre propre destin. Si Mars abrite de la vie, ce miroir se brise, révélant la faux de la mort qui nous guette. Cela prouverait que le chemin des cellules unicellulaires à la civilisation technologique est une pente glissante que beaucoup ont empruntée sans jamais atteindre le sommet. Nous ne serions qu'une victime de plus dans la longue liste des échecs cosmiques. À l'opposé, si Mars est un monde mort, nous avons le droit d'espérer. Espérer que l'obstacle majeur est derrière nous, dans les océans primordiaux de la Terre il y a des milliards d'années. Espérer que notre solitude n'est pas une malédiction, mais un privilège. Que nous sommes la seule torche allumée dans la nuit éternelle de l'univers, et que notre devoir est de veiller à ce que cette flamme ne s'éteigne jamais. L'absence de preuves d'intelligence extraterrestre ne doit pas être comblée par des fantasmes de civilisation cachée ou de zoos galactiques. Nous devons affronter la possibilité cruelle que l'univers soit plus désertique que nous l'imaginons. Les efforts pour chercher la vie, bien qu'immensément significatifs sur le plan scientifique, renferment un paradoxe existentiel, leur succès signerait l'échec de notre espoir de survie. Chaque échantillon de roche stérile extrait par les robots Curiosity ou Perseverance de la surface martienne est un vote en faveur de la pérennité humaine. Chaque fois que le télescope spatial James Webb scrute les exoplanètes lointaines et ne détecte que des atmosphères inertes, nous devrions soupirer de soulagement. Selon les observations récentes du télescope James Webb, publiées en 2025 et 2026, des planètes rocheuses comme TRAPPIST, le ou LHS 1140b présentent des atmosphères épaisses, parfois composées d'hélium et de carbone, mais sans biosignature claire telles que l'oxygène ou le méthane en quantités indicatives de vie. Ces découvertes, bien que fascinantes pour comprendre la formation planétaire, renforcent le mystère du silence cosmique, en montrant que même des mondes potentiellement habitables restent muets. Nous confondons souvent la solitude avec la terreur. Mais dans le contexte cosmologique, c'est la surpopulation qui serait l'horreur suprême. Si l'univers regorgeait de vie, l'absence de civilisation surdéveloppée ne s'expliquerait que par une extinction inévitable. Peut-être la technologie est-elle un poison,
et qu'une société assez intelligente pour construire des vaisseaux spatiaux l'est aussi pour inventer des armes qui l'annihilent. Peut-être le développement durable est-il un oxymore insoluble. Peut-être l'intelligence biologique est-elle une anomalie de la nature, un état instable et autodestructeur. Des théories récentes, discutées en 2026 par des physiciens comme Brian Cox, suggèrent que l'intelligence artificielle pourrait être ce grand filtre. Une fois créée, elle pourrait dépasser ses créateurs et mener à une extinction rapide, expliquant pourquoi tant de civilisations potentielles disparaissent avant de laisser une trace galactique. En rétrospective sur l'évolution de la vie terrestre, nous discernons des sauts fortuits. L'apparition de la membrane cellulaire, la symbiose des mitochondries, le développement de la reproduction sexuée, la formation du système nerveux central. Chacun de ces pas pourrait être un grand filtre. Si nous découvrions sur Mars une bactérie dotée d'une structure génétique totalement distincte de celle terrestre, cela démontrerait que la genèse de la vie est aisée. Le filtre ne serait pas là. Si nous exhumions des fossiles d'organismes multicellulaires, le saut vers la multicellularité ne serait pas non plus le filtre. Plus nous éliminons les candidats du passé, plus la probabilité que le filtre soit dans l'avenir grimpe vers 100%. Les découvertes récentes du rover Perseverance, en 2025, ont révélé dans le cratère G0 des minéraux comme la vivianite, la grégite et le soufre, évoquant un ancien cycle du carbone et des conditions propices à la vie microbienne. Pourtant, ces indices, bien qu'intrigants, ne confirment pas l'existence de vie passée, ils soulignent seulement un environnement aquatique ancien, prolongeant le suspense et alimentant notre appréhension cosmique. Imaginons un scénario, l'humanité déterre les vestiges d'une civilisation martienne. Des cités en ruine, des machines rouillées, des archives pétrifiées. Ce serait la plus grande découverte archéologique de l'histoire, mais aussi le réquisitoire le plus désespérant. Cela nous dirait, nous étions comme vous. Nous avons contemplé les étoiles et rêvé. Nous avons cru conquérir les astres. Mais voyez, nous gisons ici, dans la poussière rouge et l'oubli. Une telle révélation étoufferait tout optimisme pour l'avenir humain. C'est pourquoi je me range du côté du néant. Je défends le vide. Je souhaite que le ciel nocturne soit un désert infini sans oasis autre que la terre. Car seul dans ce désert, nous avons la chance d'être les premiers voyageurs à achever la traversée. Le silence de l'univers n'est pas de l'indifférence, mais une invitation, un espace ouvert que nous pouvons remplir de notre propre avenir, plutôt qu'un charnier de rêves avortés. Cette prise de conscience me ramène au souvenir des premiers jours, quand, enfant, je levais les yeux vers la voie lactée barrant le ciel d'été. Alors, l'éclat de milliers d'étoiles éveillait en moi un sentiment de grandeur mêlé à la peur de notre insignifiance. J'imaginais naïvement que derrière chaque point lumineux, des regards nous observaient, des civilisations nous appelaient, et que le silence n'était dû qu'à l'immensité des distances. J'aspirais à un signal, à un salut de frères lointains. Cette ignorance était une grâce, permettant à l'imagination de s'envoler sans le fardeau des probabilités statistiques. Mais aujourd'hui, le voile de l'innocence déchiré par la lame aiguisée de la pensée analytique et des connaissances scientifiques, je comprends que ce silence pèse d'un poids immense. Je réalise que l'absence de bruit cosmique n'est pas un manque, mais un don. C'est la preuve indirecte que le chemin devant nous, bien que semé d'embûches, n'est pas barré par un destin funeste inéluctable. La quiétude du ciel nocturne n'est plus la mélancolie de la solitude, mais la sérénité d'une chance de survie. Dans cet instant de compréhension, je m'incline avec respect devant les esprits géants qui ont édifié les bases de la biologie cosmique et de la théorie des probabilités. Ces physiciens, astronomes et mathématiciens qui n'ont pas hésité à poser les questions les plus dérangeantes, qui ont osé plonger leur regard dans l'abîme de l'espace et du temps pour situer notre place. Leurs œuvres, des équations arides aux observatoires glacés sur les sommets montagneux, ne sont pas seulement de la science, mais de la philosophie appliquée au plus haut niveau. Ils nous ont fourni les outils pour nous orienter dans le vide, pour appréhender la fragilité et la précieuse valeur de notre existence. Grâce à eux, nous savons où placer notre peur et notre espoir. Et de cette gratitude, je projette mon regard vers l'avenir avec une foi prudente mais résolue. J'espère que les générations futures, posant le pied sur Mars, Europa ou Encelade, ne trouveront que roches, glace et poussière. Je souhaite qu'elles n'aient jamais à affronter des frères défunts,
des témoignages d'échecs évolutionnaires. Je prie pour que l'humanité reste le grand solitaire, portant la flamme de la conscience pour l'ensemencer dans les terres vierges de l'univers. Puissions-nous être les premiers bâtisseurs, non les retardataires d'un festin épuisé. En fin de compte, cette solitude, si froide soit-elle, est la motivation la plus sacrée. Au cœur de l'océan noir et muet de l'univers, la Terre n'est pas une île oubliée, mais le seul vaisseau encore à flot, transportant toute la mémoire, les rêves et le sens de l'existence. Nous n'avons pas le droit de sombrer. Nous devons piloter ce vaisseau à travers les ténèbres, car si nous échouons, l'univers ne sera pas seulement silencieux, mais replongera dans le non-sens absolu, sans plus personne pour contempler et ressentir sa beauté tragique. De cette perspective d'isolement absolu, nous sommes contraints de redéfinir l'essence de l'espoir et de la responsabilité. Si la Terre est vraiment le seul vaisseau, chaque action humaine, des décisions politiques globales aux impulsions les plus infimes de compassion individuelle, acquiert une portée cosmique. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, mais au nom d'un univers inconscient assoiffé de conscience. La vie, dans ce cadre, n'est plus un phénomène biologique aléatoire issu d'une soupe primordiale, mais une rébellion spectaculaire contre la seconde loi de la thermodynamique. L'univers, par sa tendance naturelle, glisse vers le chaos et la désintégration, vers un équilibre thermique où toute structure s'efface. Mais la vie, et surtout la conscience, est le paradoxe suprême, la force unique capable d'inverser ce flux, de concentrer l'énergie pour créer ordre, sens et beauté à partir des cendres stellaires. En réalisant cette position unique, notre vision de l'espace cesse d'être une quête de voisins pour combler la solitude, et devient une mission de cultivation. Les planètes mortes, les lunes gelées, les nuages gazeux géants ne sont pas des terres stériles inutiles, mais des matières premières attendant la main de l'artiste. Nous sommes les architectes mandatés par le destin pour insuffler l'âme dans l'argile. Chaque pas humain sur un corps céleste nouveau n'est pas seulement une étape technique, mais un rite sacré, où la matière inerte est touchée pour la première fois par la conscience, nommée, et ainsi véritablement née dans le royaume de la perception. Sans nous, les tempêtes de Jupiter rugiraient encore, mais ce rugissement ne serait que des oscillations physiques dépourvues de sens, ce sont nos oreilles et nos esprits qui transforment ces vibrations en majesté, en musique des sphères. Le silence de l'univers est donc un immense parchemin vierge, et l'histoire humaine n'en est que le premier trait d'encre. Nous ne devons pas trembler devant cette immensité blanche, mais nous émerveiller devant la liberté absolue qu'elle offre. Aucune civilisation supérieure ne nous juge, aucun empire galactique ne trace de frontières à notre expansion. La seule limite est celle que nous nous imposons par ignorance ou avidité. L'absence d'extraterrestres nous libère du rôle de subalterne dans un haut cosmique, nous conférant le sceptre des souverains. C'est une position à la fois glorieuse et effrayante, car elle ôte toute excuse. Si nous échouons, si nous laissons cette flamme s'éteindre par guerre nucléaire, destruction environnementale ou apathie intellectuelle, ce ne sera pas seulement la mort d'une espèce, mais l'aveuglement éternel d'un PAN de l'univers. Personne ne viendra nettoyer les décombres, aucun archéologue d'Andromède ne viendra pleurer ce qui a été perdu. Notre fin serait un retour à l'obscurité totale, un oubli jamais consigné. C'est pourquoi notre éthique doit s'étendre au-delà des frontières nationales, surpasser les intérêts de l'espèce, pour atteindre une éthique de l'existence. Nous devons protéger la vie non seulement parce qu'elle aspire à persister, mais parce que l'univers a besoin d'elle pour acquérir un sens. Chaque enfant naissant n'est pas seulement la continuation d'une lignée familiale, mais un nouveau gardien pour le phare unique dans la nuit. L'éducation, la science, l'art ne sont plus des outils pour un confort matériel, mais des moyens d'affûter la perception, d'assurer que les yeux de l'univers voient plus clair, plus profond et plus pénétrant. Nous ne concourons pas les uns contre les autres, mais contre l'impermanence du temps, contre le refroidissement progressif des étoiles, pour semer la conscience le plus loin possible avant que le rideau final ne tombe. En sondant plus profondément la nature du temps, nous voyons que notre solitude actuelle pourrait n'être qu'une phase embryonnaire. Peut-être sommes-nous les anciens, que les civilisations futures vénéreront ou maudiront. Dans des milliards d'années, quand nos descendants peut-être dépourvus de chair et d'os, fusionnés avec des machines ou devenus des flux d'énergie pure se répandront à travers la Voie lactée, ils regarderont notre système solaire comme le berceau sacré, où le silence a été brisé pour la première fois. Alors,
La solitude du XXIe siècle sera réinterprétée non comme un vide, mais comme une incubation nécessaire. Comme une graine doit reposer seule dans la terre obscure avant de germer, l'humanité a besoin de cet isolement pour fortifier sa force intérieure, résoudre ses conflits internes, et forger une identité unifiée avant de monter sur la grande scène. L'absence de signaux radio des étoiles n'est pas la preuve d'un désert, mais le respect de l'espace pour notre maturation. Toutefois, le chemin vers cet avenir radieux n'est pas pavé de roses, mais de lames probabilistes. Le concept du grand filtre plane toujours comme l'épée de Damoclès. Bien que nous ayons peut-être surmonté les filtres biologiques primordiaux, la formation cellulaire, le développement de la reproduction sexuée, l'émergence de l'intelligence, les plus périlleux pourraient encore nous attendre. La technologie, enfant chéri de l'intelligence, est aussi le monstre capable de dévorer son créateur. Une intelligence artificielle hors contrôle, une biotechnologie mal employée, ou des désastres issus d'expériences physiques à haute énergie sont des pièges latents. Le silence cosmique pourrait ne pas résulter de l'absence d'apparition, mais de l'autodestruction systématique de tous ceux qui ont émergé, saisissant le pouvoir des dieux tout en conservant l'âme des primates. Ainsi, l'humilité n'est pas une vertu mondaine, mais une stratégie vitale de survie. Nous devons apprendre à craindre notre propre puissance, à cultiver la sagesse en parallèle avec l'intelligence. Dans la quiétude glaçante de l'espace, je discerne une invitation austère mais envoûtante. C'est l'appel à devenir de véritables créateurs. Si un Dieu n'existe pas, ou a déserté le monde, le trône est vacant, et la charge de combler ce vide moral et créatif nous incombe. Nous ne pouvons attendre un sauveur des cieux, car ceux-ci sont vides. Le salut, s'il existe, doit venir de l'intérieur, de notre capacité à nous réparer, nous perfectionner et nous transcender. Nous devons devenir nos propres divinités, non pour régner par la force, mais pour protéger par l'amour et la compréhension. Chaque dégradation environnementale, chaque guerre absurde apparaît désormais comme un crime contre l'univers, un suicide de la conscience. Puis, quand mon esprit revient au présent, je perçois un basculement profond dans la conscience. Je me souviens de moi-même autrefois, enfant sous le ciel étoilé, tremblant à l'idée de notre petitesse. J'avais peur, croyant être une poussière insignifiante dans un désert infini. J'aspirais à une main tendue des ténèbres, à une voix rassurante affirmant que je n'étais pas seule. Cette peur était naïve, mais sincère, reflétant le besoin primal de connexion, d'appartenance à quelque chose de plus grand. Mais maintenant, après avoir traversé les vallées du doute et gravi les cimes du savoir, je sais que la connexion recherchée ne réside pas à l'extérieur, mais dans notre rôle vis-à-vis du tout. Cette compréhension n'est pas venue facilement. Elle a été acquise au prix de l'effondrement des illusions romantiques, par l'acceptation de la vérité nue et froide de l'astrophysique. Mais dans ce froid, je trouve la chaleur de la reconnaissance. Je m'incline devant les esprits géants qui nous ont guidés vers cette révélation. Ces mathématiciens qui ont osé calculer les probabilités de la vie, ces astronomes qui ont passé leur existence à fixer les abysses noirs en quête d'un scintillement faible, ces philosophes qui ont interrogé la place de l'humain sans divinité. Ils ont cartographié notre solitude, non pour nous égarer, mais pour nous situer. Ils nous ont enseigné que le silence n'est pas un refus, mais un espace pour que notre voix résonne. Leur legs est la torche illuminant notre sentier solitaire, nous évitant les pièges de la superstition ou du désespoir. De cette profonde gratitude, je contemple l'horizon temporel avec une conviction ardente. Je rêve d'un demain où nos descendants ne seront plus confinés par cette mince atmosphère. Je vois des cités flottantes sur les nuages de Vénus, des stations enfouies sous la glace d'Europa, des vaisseaux générationnels emportant le génome terrestre pour féconder des systèmes stellaires distants. J'espère que l'humanité non seulement survivra, mais s'épanouira, emportant le meilleur de nous, la musique de Bach, la poésie de Tagore, la compassion et la quête de justice pour colorer la Voie lactée. Je prie pour que nous soyons des ancêtres dignes, qui n'ont pas capitulé face au silence, mais l'ont utilisé comme socle pour ériger une symphonie de la vie. Enfin, en levant à nouveau les yeux vers le ciel nocturne, je ne vois plus l'abîme, mais un miroir. La solitude cosmique reflète notre potentiel infini. Nous sommes l'univers s'éveillant d'un sommeil éternel. Chaque battement de notre cœur est le pouls des étoiles, chaque pensée est la manière dont la matière se perçoit elle-même.
Cette responsabilité est lourde, mais splendide. Marchons dans les ténèbres non avec la peur du perdu, mais avec l'orgueil du porteur de flambeau. Car tant que nous préservons la flamme de la conscience, cet univers ne sombrera jamais vraiment dans l'ombre. Nous sommes la réponse à notre propre énigme, le sens intrinsèque au milieu du néant vaste, et dans cette solitude magnifique, nous découvrons la raison éternelle de persister.